Je me rappelle lorsque je devrais ouvrir la salle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « tu vas pas y arriver ». Ils ne pensaient pas qu'on allait tenir jusqu'à 5 ans déjà. Donc, on l'a fait. Et encore aujourd'hui, ils me disent que même si tu as 5 ans, tu ne pourras pas y arriver. Il y a des gens qui me disent que Wolf, tu fais tout ça en vain, ça ne va pas marcher. Mais moi, je crois fort que moi, je connais beaucoup de personnes qui veulent le faire, mais qui n'ont pas encore le modèle, je parle de modèle de réussite parce que je peux dire qu'on a réussi pour l'instant à un certain niveau, mais c'est pas encore ce que je veux. Et j'ai fait une déclaration sur Facebook, c'est une publication que j'ai faite. Je ne vais pas ralentir, je vais peut-être prendre un peu de souffle, ralentir un peu, quand je verrai que dans chaque département, il y en a 10 départements, tant qu'on n'a pas une salle dans chaque département. Et là, au moins, je peux ralentir un peu, prendre un peu de souffle, mais je ne peux pas m'arrêter tant que voilà. Bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Merci pour vos nombreuses écoutes sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous passez par YouTube, merci de vous abonner, liker et commenter. Pour mes formations, rendez-vous sur mon site vanessatatianaB.com. En terminant, un chaleureux merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Bonjour Rolf. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Quelle joie de se parler de vive voix. Ah oui. Ça fera un peu changement de nos échanges sur Facebook, exactement. On va commencer officiellement l'enregistrement. Je suis tellement contente de faire cet épisode avec toi. Donc, officiellement, bienvenue Rolf. Merci, bienvenue. Et merci beaucoup de m'avoir invité parce que l'histoire du rêve cinéma en Haïti, je pense que beaucoup de personnes en Haïti ou à l'extérieur du pays doivent entendre parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait aussi. Donc, je pense que c'est important. Absolument. Et je te remercie beaucoup parce que pour moi, c'est très important. Oui, et pour moi aussi, tu connais mon attachement pour les salles de cinéma. Exactement. Donc, oui, je vais mettre à l'honneur, Rolf, ton travail et ton dévouement. Donc, c'est un épisode qui est vraiment important pour moi. Donc, tu es le directeur général de Rêve Cinéma et ça, c'est à Pétionville, en Haïti. Exactement. Et quand on parle de rêve, est-ce que pour toi, c'était, entre autres, là, pour rêver de voir à nouveau les salles de cinéma en Haïti? Exactement. Disons que j'ai laissé l'université en 2018 et l'Université d'État d'Haïti, faculté des sciences, parce que je suis de profession ingénieur-architecte. Mais en 2014, j'ai fait beaucoup d'expériences avec la UNICEF. J'ai travaillé avec la UNICEF sur l'architecture et l'ingénierie. Et puis, une autre compagnie encore qui a fait faillite. Et puis après, je me suis dit que, OK, le peu d'économie que j'ai, je vais voir comment investir cet argent. Et puis, j'ai des amis avec moi. Nous venons de la même école, du collège Mixavio de Pétionville. Et puis, on s'est dit qu'on devrait faire quelque chose. On essaie de trouver des idées pour investir. Et puis, on s'est dit que pourquoi pas le loisir. Mais maintenant, le loisir, il faut commencer où? Parce que à cette période-là, il y avait, depuis 2010, c'était l'arrêt total et pas du cinéma exactement, de l'exploitation des salles de cinéma. On avait Impérial à Delma qui était totalement écrasé, effondré avec le tremblement de terre. Donc, et ce qui arrive, c'est que il y avait ce manque-là et c'était visible. Ce rêve est venu et comme ça parce que je me suis dit que en tant qu'architecte, qu'est-ce que je peux utiliser dans ma partie et architecte? Qu'est-ce que je peux utiliser pour transformer quelque chose et avoir quelque chose? Et puis, je me suis dit que, OK, on va faire une salle de cinéma. Donc, on a commencé à chercher des endroits, enfin, des espaces, une grande chambre avec un plancher plafond assez haut et puis assez d'espace pour faire une salle de cinéma. Bon. Oui, avec tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique, exactement. Ouais, Donc, on a trouvé dans un complexe un espace et que moi, j'ai fait l'aménagement, j'ai traiter le son, l'acoustique dans les murs, le plafond, les couleurs à l'intérieur. Et je me suis débrouillé pour avoir quelque chose avec 48 places et avec le respect total des standards
qui est liée au cinéma, à la projection. On a ouvert une autre salle avec 88 places en 2019. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est on ça. a une autre salle avec 88 places. Donc, ta formation, finalement, d'ingénieur architecte a vraiment, vraiment participé directement là, à la création de ce projet. Beaucoup parce qu'il fallait trouver un architecte. Il fallait trouver un architecte pour faire ça. Il fallait payer cet architecte. Et je pouvais te dire que on n'avait pas les moyens. J'ai tout donné. Oui. Et puis aussi, Oui. dans notre équipe, on était 4 fondateurs. L'un d'entre eux avait une maîtrise en informatique, donc tout ce qui avait rapport à la technologie. Donc, il n'apportait pas seulement du capital, mais aussi de la compétence. Donc, tout ce qu'il y avait. Donc, l'équipe était complète pour gérer tout ça. C'est vraiment ce qui a permis finalement la création de ce projet parce que financièrement, j'en doute pas, vous avez quand même fait des tentatives donc au tout départ et je pense que vous avez eu finalement recours à l'autofinancement, c'est ça? Parce que ça a été une partie qui n'était pas toujours facile. Exactement. Okay. Et ça, moi, je pense que c'est la partie la plus importante pour nous parce que si on a pu tenir aujourd'hui, c'est parce que justement, on a commencé petit, on a su, jongler avec ce qu'on a pour pouvoir réaliser ce qu'on veut parce que la suite n'a pas été facile. Il fallait encore avoir ces stratégies et de jongler avec l'argent, avec ce qu'on a. Parce qu'on a été à la banque faire une demande, mais on nous a pas accordé ce prêt-là. D'ailleurs, ça a été assez humiliant la façon dont ils ont traité ça, mais on s'est dit que bon, écoute, on va le faire quand même. Et il y a quand même des coûts qui sont engendrés. Donc, quand on démarre ce type de projet, par exemple, au début, je suppose que ça vous prend des permis, donc des papiers en règle, même si on ne vous octroie pas nécessairement le financement. Ça prend quand même, c'est toujours la paperasse là, administrative. Donc, ça n'a pas été trop lourd, justement, à gérer au tout début? C'était très lourd, mais ce qu'on a fait des choix. Parce que on s'est dit que, par exemple, il nous fallait trouver les droits pour les films. Ce qui arrive, c'est qu'on devrait aller, theatrical. Theatrical, ça veut dire que le film est sorti et en même temps, et aux États-Unis, en France, on devrait avoir le film ici. Mais on s'est dit que, OK, on va commencer et très bas. Quand je dis très bas, on garde toujours les standards, mais on s'est dit, on a fait des recherches, on a vu que c'était possible d'avoir les films en non-theatrical. Ça veut dire que après avoir exploité les films en salle dans les autres pays, les films sont disponibles sur DVD et tout. Donc, on a acheté les DVD, on a trouvé une compagnie en Grande-Bretagne cette compagnie nous a donné des droits qui coûtent moins cher, mais c'est après la sortie en salle, après l'exploitation en salle. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait, et c'était le challenge aussi parce que les gens, s'ils ont déjà vu le film, parce qu'il y a les bootlegs qui sont disponibles sur le net. Mais bon, donc, ça veut dire que avec ce challenge-là, on a su aussi faire notre marketing en fonction de ça. Le truc, c'est pas de venir en salle regarder un film parce que le film, la personne a peut-être déjà vu, mais c'est l'expérience sociale. Votre salle, elle est superbe, les sièges sont confortables, votre salle est climatisée. Un des avantages, vous avez tiré profit de cet avantage de présenter des films en 3D. Donc, ça vous a permis au départ de vous créer vraiment une clientèle et de la fidéliser. Exactement. Et bon, la majeure partie des clients étaient les jeunes surtout. Mais bon, et on a essayé d'attirer. Parce que ici en Haïti, on a cette fâcheuse tendance à mélanger le loisir avec la morale. Je viens avec ça parce que beaucoup de personnes sont protestants, sont baptistes ici en Haïti, donc ils voient, et c'est la dernière image qu'ils avaient d'une salle de cinéma, c'est quelque chose de malsain. Donc ce qu'on a fait, on a diversifié notre programmation pour avoir des films à caractère évangélique. Donc, on a réservé un jour pour faire découvrir les gens qui viennent de l'Église ou bien du protestantisme. Ils sont en grande partie de la population, donc comme ça, ils peuvent venir, ils s'assurent d'avoir un film qu'ils peuvent regarder. Et maintenant, ça commence à changer leur vision mais une salle de cinéma, c'est pas ce que je croyais. On a ajouté une rubrique qu'on appelle English Spot
pour les expats, parce qu'à Pétionville, il y a beaucoup d'expats. Donc, et j'ai eu la demande d'une personne, et puis je me suis dit, OK, il faut me trouver quelques films en anglais. Et puis comme ça, c'est leur coin, c'est leur moment. Ils peuvent venir et regarder un film. Donc, on a diversifié notre programmation justement pour pouvoir accepter, faire profiter tout le monde. Ben, en tout cas, franchement, vous aviez une très, très, très bonne stratégie. Vous avez pensé très large, très vaste pour aller rejoindre un maximum de gens. Mais malgré tout, tout début, tu sais, quand on parle de l'angoisse du siège vide, là, est-ce que vous l'avez quand même vécu au début? Ah oui, et c'était terrible parce que au tout départ, on s'est dit que, OK, il y aura beaucoup de personnes quand on ouvre la salle, beaucoup de personnes vont nous tomber dessus. Et c'était pas vrai. C'était pas vrai. Pourquoi? Parce que la génération qui avait 15-18 ans, en 2010, quand les salles de cinéma, en 2009, quand les salles de cinéma fonctionnaient, quand ils n'avaient pas l'âge d'aller au cinéma. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a une tranche d'âge ils ne savent pas ce que c'est une salle de cinéma. Absolument pas, ils ne savent pas ce que c'est. On a fait l'expérience, on a invité une adolescente de 18 ans qui utilisait la technologie, le téléphone, pour dire qu'elle connaît la technologie. OK? Donc, elle ne voulait pas rentrer dans la salle et j'ai filmé cette partie parce que c'était incroyable. Elle ne savait pas ce que c'est une salle de cinéma. Pourquoi on lui incitait une fille? Pourquoi on lui invitait à entrer dans une salle qui était complètement obscure? Elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas rentrer. Donc, je me suis dit, waouh, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce que les gens, s'ils ne comprennent pas. Le pire, on a eu l'expérience de quelqu'un qui a laissé la salle en courant parce qu'on avait un film, je crois que c'était X-Men, je crois que c'était Mystique avec la couleur, la peau bleue. Mais tu vois, c'était grandeur nature presque. Et c'est la première fois que quelqu'un voit un être de cette couleur apparaître sur un écran comme ça. La personne a laissé la salle en courant. Je comprends. Donc, ça m'a choqué. Et en fait, ce qui est arrivé, je me suis dit, OK, je dois résoudre ce problème-là. Voilà ce que j'ai fait. J'ai décidé de monter un blog. J'ai dit que je vais embaucher d'autres personnes à écrire, à faire des commentaires, à parler de leur expérience. Sur notre page, on va faire en sorte que les gens savent ce que c'est une salle de cinéma, comment se comporter en salle de cinéma. Et c'est une espèce d'éducation. Voilà. Là, c'est ça. Exactement. Ça. Donc, ça a toujours été notre stratégie. À chaque fois qu'on rencontre un problème, on essaie de comprendre le problème et on essaie de résoudre le problème. La personne qui arrive là, au Rêve Cinéma et qui vit vraiment, peu importe l'âge, sa première expérience, est-ce que tu as l'impression que cette personne ressort ensuite de ta salle un peu avec des étoiles dans les yeux? Oui. Il va forcément revenir ou tu as assisté à ce genre de... Non, moi ça a été mon plaisir. Moi, c'était pas gagner de l'argent, c'était voir les gens. Quand ils arrivent déjà dans la salle, leur réaction dans la salle, ils regardent le plafond, d'où sort, comme s'ils se demandaient d'où sort l'image, est-ce que je peux toucher l'écran? C'est wow, le son passe de ce côté, va de ce côté. Donc, il fallait voir les gens comme ça. Et puis, ils sont tellement contents avec leur popcorn en main. Et puis, wow, et encore, je prends plaisir à regarder les commentaires sur Facebook, les gens qui disent que moi, je me suis fiancé là-bas. Donc, mon mari, maintenant, je l'ai trouvé là-bas. On a été au cinéma ensemble. Les enfants qui parlent du cinéma. Et ce qu'on a fait aussi, on a essayé de diversifier aussi, comme je voulais dire. On a organisé des anniversaires pour les enfants. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens, s'ils voulaient, on leur a proposé de fêter leur anniversaire et faire la surprise parce qu'on était très flexible en tant que petite salle, si je pouvais dire. On était très flexible par rapport à la demande du client. J'ai une petite vidéo de ma petite amie. Je voudrais lui faire la surprise quand elle est dans la salle. Est-ce que vous pouvez mettre avant la séance pour moi et cette petite vidéo, mes amis voilà. Donc, ça, c'était très intéressant. Donc, ça nous a valu beaucoup de commentaires, beaucoup de bons feedbacks et les gens reviennent justement pour ça. Au niveau de la programmation, quand on ouvre une salle, est-ce qu'on va vraiment vers des films plutôt rentables? Est-ce qu'on présente aussi du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur? Où tu te situes là, à travers toute cette façon de penser? Hein? OK, voilà. Ce qui arrive, c'est qu'on a essayé de trouver des blockbusters, comme tu dis, mais ce qu'on a fait aussi, on a fait
une sorte de partenariat, si je peux appeler ça comme ça, avec l'Institut français, qui justement nous fournissait des films. Donc, donc, on a eu des films d'auteurs, des films de producteurs indépendants. Donc, on a eu beaucoup de ces films-là à passer dans la salle. C'est vrai que ça n'attire pas beaucoup les gens. C'est pourquoi on a mis ça gratuitement. Ça attire moins. Exactement. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est ouvrir nos portes au festival. Quand il y a un festival, moi, je cherche toujours des festivals pour mettre ma salle à leur disposition. Ça c'est bien de faire l'association avec les festivals. C'est vrai parce que c'est une façon intéressante de faire rentrer dans sa salle aussi du cinéma d'auteur indépendant. Mais il y a quand même toute une éducation à faire à ce niveau-là, tu dirais, dans le pays, pour intéresser les gens à autre chose que les blockbusters, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on a eu beaucoup de festivals. Je crois qu'on a eu près de 10 festivals pendant notre existence. Et ça a été super. Moi, j'ai aimé. Et on s'est fait beaucoup d'amis aussi. Donc, voilà, pour moi, c'était important. Et pas seulement avoir les blockbusters, mais aussi avoir les films de cinéma indépendant. Et là, on va profiter, Rolf, de notre discussion pour faire un appel à film québécois. Donc, parce que tu m'en as parlé avant, en amont, je t'ai proposé qu'on en parle directement dans notre échange. Oui. Je pense que tu m'as démontré donc vraiment un intérêt puis une ouverture pour présenter beaucoup plus de films québécois à ton cinéma. Oui. Donc, comment est-ce que les producteurs ou les distributeurs, parce que je vais en contacter quelques-uns aussi à cet effet, mais comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Ils peuvent nous rejoindre sur notre page Facebook. Et parce qu'on a fait l'expérience avec des producteurs canadiens, parce que je crois qu'on avait Guy Borsan-Vatanguer, on a l'habitude, on a eu Paul Tom et Mélissa Lefebvre, je me rappelle pas qu'ils ont projeté leur film aussi dans notre salle, mais c'était lors du festival. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est avoir les films québécois venir dans notre salle. Donc, on ouvre nos portes parce que on veut justement faire et goûter autre chose que les blockbusters, parce qu'il n'existe pas que les blockbusters. Et je veux ouvrir ce canal-là aux producteurs, réalisateurs québécois. Nos portes étaient fermées pendant un bon bout de temps. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas pu fonctionner à cause du COVID. Ce qu'on a fait, on a décidé aussi parce que ce qui arrive, c'est qu'on a remarqué qu'après l'exploitation des films en salle, même si c'est chez nous, ces films-là sont mis dans un tiroir où les producteurs et publient leurs films sur YouTube. Ces films-là ne rapportent plus rien aux producteurs haïtiens surtout. Maintenant, ce qu'on a dit, que on va essayer d'évoluer parce que les gens, s'ils pensent que le streaming va tuer les salles, moi, je ne le pense pas. Il faut juste bien classer les choses. Les films, moi-même, si on a un nouveau film, on passe en salle, on exploite en salle. Après l'exploitation en salle, on peut faire l'exploitation dans le streaming. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, ça veut dire qu'on a créé une plateforme pour que les producteurs haïtiens peuvent, avoir des revenus sur leur investissement, même après l'exploitation en salle. Et on aura aussi accès à un large public et qui sont maintenant très sédentaires, qui ne se déplacent pas. Donc, ils peuvent regarder le film même après, parce que tout le monde n'aura pas l'accès la chance de le voir en salle. Si on a 3 mois n'est pas suffisant pour qu'une population regarde, et aussi pour envoyer ce film-là pour le public international. Ça veut dire que j'ai le film en salle en Haïti, mais il faudrait que les autres regardent. Donc, on a notre plateforme Rêve Stream qu'on a. C'est récent, hein, la plateforme, c'est récent. C'est récent, donc on va lancer en juillet. Mais on fait aussi un appel aux producteurs, réalisateurs, les distributeurs qui ont des films. Moi, je veux bien leur offrir le marché haïtien pour que le marché haïtien puisse consommer aussi leur contenu. Parce que, il faut le dire, il y a une grande connexion qui existe entre le Québec et Haïti maintenant avec l'immigration. Moi, j'ai des amis qui vivent là-bas. Donc, pour qu'ils puissent avoir accès aux films haïtiens sur notre plateforme, la plateforme est disponible. Et de même, les gens qui sont en Haïti, qui veulent voir ce que font les Québécois ou bien les Haïtiens qui vivent au Québec, c'est aussi moi, je lance aussi cette invitation. C'est un mélange parfait, c'est un mariage parfait, dans le sens que tu n'enlèves pas du tout l'expérience en salle, mais tu offres justement une suite intéressante. Là. Par exemple, nous, on a de la difficulté ici, évidemment, à avoir des films haïtiens. Ben là, si
on a accès à ta plateforme, ça pourrait répertorier finalement tous ces films et les rendre accessibles. Exactement. Donc, il y a les rétros aussi, ce qu'on prévoit de faire. Si le film n'est pas en trop bonne qualité, parce que c'était en VHS à une certaine époque, on prévoit aussi, parce que ça fait partie de notre patrimoine, certains films, et ils font partie de notre patrimoine. Donc, on va voir si on peut améliorer la qualité, parce que maintenant, ça se fait. On prend un film en VHS, on améliore la qualité pour que les gens puissent voir. Donc, c'est ce qu'on prévoit aussi de faire. Moi, je pense que la meilleure façon de nous contacter, c'est dès que vous tapez Rêve, REV Cinéma, vous allez quand même trouver un moyen de nous contacter. Mais pour les gens, enfin, les producteurs du Québec et tout, ce qu'ils peuvent faire, s'ils veulent nous contacter, passer par toi. Parce que toi et moi, on est toujours en contact. Donc, absolument, vous me contactez, oui. Et dans la barre d'infos, Rolf, de toute façon, je vais mettre les coordonnées de ton cinéma. Donc, parfait. J'espère qu'il y aura une belle réponse là, par rapport à l'appel à film. Écoute, je vois qu'à travers tout ce beau projet qui prend de l'ampleur et qui, j'en suis persuadée, se déploiera peut-être à long terme là, à travers tout le pays, je vous le souhaite. Est-ce que tu as toujours su garder le moral puis garder ta détermination à travers où honnêtement, tu as déjà eu des moments plus difficiles où tu sentais que les gens voulaient te décourager de faire ce projet? Et moi, je pense que c'est de jour en jour, c'est plus difficile de garder le moral, mais je garde toujours le moral. Mon équipe garde toujours le moral parce que la situation ne s'améliore pas vraiment en Haïti. Pour les investisseurs ou bien les gens qui ont la possibilité de laisser le pays, en fait, la solution serait toujours de partir. Moi, je ne veux pas partir. Parce que actuellement, on est les seuls à faire l'effort de fournir. Et parce que ce qui arrive, c'est que le cinéma, c'est un écosystème. Il faut les acteurs, il faut les réalisateurs, producteurs, distributeurs. Il faut terminer, c'est une boucle, il faut terminer la boucle avec la façon d'exploiter le film. Parce que si on produit, les gens ne regardent pas, c'est un problème. Et si les producteurs ne rentrent pas d'argent, ils ne peuvent pas continuer à produire et produire en meilleure qualité. Donc, ça veut dire que si nous-mêmes qui faisons ce travail-là, on laisse tomber, donc c'est fini. Parce que les gens, ils vont se dire que ils ont fait près de 5 ans à lutter. S'ils ne peuvent pas le faire, moi, je ne pourrai pas le faire. Donc, je veux quand même garder le cap pour que les gens, s'ils peuvent se dire, OK, il y a un espoir, je vais m'attacher avec. Mais maintenant, on a une autre stratégie qu'on va mettre sur pied pour aider les gens. Enfin, si aujourd'hui, je lance cet appel, si quelqu'un en Haïti a envie de faire une salle de cinéma, tu es prêt à le faire, contactez-moi. Moi, je vais te donner le support qu'il faut. En tant qu'architecte, je vais te donner les conseils, les fournisseurs, je peux tout vous donner parce que ensemble, on est plus fort. S'il y avait 5 salles de cinéma, ce serait moins difficile pour moi. Parce que là, maintenant, je ne peux pas me présenter pour demander quoi que ce soit au gouvernement, par exemple, et de l'aide, quelque chose du genre. Je ne peux pas le faire parce que je suis seul. Mais si on était 5, 6, on avait une association, il y avait près de 5 à 6 salles en Haïti au minimum, on pourrait avoir une association et même exiger quelque chose. Je suis prêt à aider tous ceux et celles qui veulent construire une salle de cinéma à l'extérieur de Port-au-Prince ou à Port-au-Prince, dans les provinces. On est ouvert, on veut le faire parce que ensemble, on sera plus fort. Et c'est un écosystème. Si on revient, là, Rolf, au mot rêve, je pense qu'un de tes rêves à toi, personnellement, de prospérer assez pour pouvoir investir éventuellement dans la production de films. Est-ce que c'est toujours un de tes rêves? Je pense que on va vers ça. On va vers ça et c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a trop d'histoires à raconter ici en Haïti. Je vois déjà l'embryon. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Énormément de talent. Énormément de talent. Moi, je les connais. Je connais beaucoup de talents, mais ils sont découragés. Ils me disent, Wolf, tu es le seul à avoir une salle de cinéma ici en Haïti. Donc, ce ne sera pas suffisant. Si j'investis autant d'argent pour un film, ce ne sera pas suffisant. Et puis, il y a aussi le pays log tout le temps. Donc, moi, je comprends. Mais bon, on essaie de survivre. Et moi, je pense qu'on va y arriver. On doit y arriver. Il faut mettre les stratégies en place. Il faut garder le cap et puis avoir le focus. Moi, je pense qu'on va réussir à le faire. Comment tu fais pour garder le moral? C'est quoi tes trucs? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu as gardé cette force? OK, il y a plusieurs façons. À chaque fois que je me décourage, je reviens sur Facebook, je regarde les commentaires. Ça m'encourage. Moi, il y a un défi que je veux relever.
parce que je me rappelle lorsque que nous devrions ouvrir la salle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu vas pas y arriver. Ils ne pensaient pas qu'on allait tenir jusqu'à 5 ans déjà. Donc, on l'a fait. Et encore aujourd'hui, ils me disent que même si tu as 5 ans, tu ne pourras pas y arriver. Il y a des gens qui me disent que Wolf, tu fais tout ça en vain, ça ne va pas marcher. Mais moi, je crois fort que moi, je connais beaucoup de personnes qui veulent le faire, mais qui n'ont pas encore le modèle. Je parle de modèle de réussite parce que je peux dire qu'on a réussi pour l'instant à un certain niveau, mais c'est pas encore ce que je veux. Et j'ai fait une déclaration sur Facebook, c'est une publication que j'ai faite. Je ne vais pas ralentir, je vais peut-être prendre un peu de souffle, ralentir un peu, quand je verrai que dans chaque département, il y en a 10 départements, tant qu'on n'a pas une salle dans chaque département. Et là, au moins, je peux ralentir un peu, prendre un peu de souffle, mais je ne peux pas m'arrêter tant que voilà. Ouais. Et ça, on va prendre les stratégies. Et je pense que le streaming aussi va nous supporter en ce sens-là. Parce que peut-être qu'avec les salles, on ne va pas rentrer l'argent tout de suite, mais avec le streaming, ce sera peut-être beaucoup plus possible. Donc, le streaming va supporter l'ouverture des autres salles. Et c'est ça le plan. Oui. En tout cas, pour moi, tu es vraiment un exemple de détermination et de ténacité. Hein. Je te lève mon chapeau, là, mon ami Rolf. Et tu gardes donc confiance en l'avenir. Là. Si je t'écoute, là, tout ça dans notre conversation, je sens que oui, c'est pas tous les jours facile. Oui, comme beaucoup de cinéastes aussi, d'ailleurs, je le mentionne. Mais tu gardes confiance. C'est important, ça. Oui, c'est très important. Et aussi, quand il existe, nous existons aussi parce qu'il y a des gens comme vous qui existent. Et ce que tu fais, parce que je vois que, je ne sais pas comment tu vis, mais je sens que tu vis aussi pour le cinéma. Parce que à chaque 3 publications, il y a le mot cinéma quand même pour toi. Parce que je sais exactement quand tu as commencé ton podcast. Je me rappelle quand tu étais ici en Haïti, tu voulais faire le documentaire. Je vois tout ce que tu fais parce que je te suis. Haïti a un problème aussi au niveau cinéma, mais je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes aussi, même au Canada. Il y a ça partout. Donc, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Et pourquoi je devrais me lamenter? Donc, toi aussi, de ton côté, tu fais ton job. Tu essaies de voir comment résoudre certains problèmes de ton côté au niveau de ta communauté, même au niveau du pays. Et ça aura quand même une sorte d'impact sur le monde entier. Et pourquoi je ne peux pas le faire? Et quand je vois des gens comme toi, alors moi-même, je me dis que, OK, je vais m'allier avec toi parce que je sais que tu ne vas pas me décourager à faire ce que je viens de faire. Donc, je mets de mon côté les gens qui ont le même discours et qui croient en la même chose que moi. Donc, je te lève aussi mon chapeau parce que... Non, c'est vrai parce que, tu sais, c'est pas... Moi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent derrière ça. Ça veut dire que tu ne rentres pas d'argent, même pas dans ce que tu fais. Mais c'est une vocation, c'est un sacerdoce, si je peux le dire, et tu continues à le faire. Et ça, c'est très important. Une partie de ma motivation vient aussi des gens comme toi. On s'encourage mutuellement et on se motive et... Absolument, absolument. C'est très important. En tout cas, moi, j'admire vraiment ton travail, ton initiative. Puis je fais encore un appel aux producteurs, distributeurs québécois. Je vais aussi les contacter, mais s'ils peuvent vraiment soutenir votre superbe initiative en partageant avec vous des films. Donc là, on parle vraiment fiction, documentaire, court et long métrage. Oui, je prends tout. Je prends tout. Et je trouve toujours comment dire, pas une excuse, mais si c'est un court-métrage, on va trouver une façon de mettre dans notre programmation parce que on le fait toujours. Ouais, et par thème, même par thème. Si c'est un documentaire sur le tremblement de terre, si pendant la période de la sensibilisation pour le tremblement de terre, on met l'écologie, la même chose. D'ailleurs, on a un festival aussi de l'écologie. Donc, on aura toujours une place dans notre programmation pour le film. Des documentaires. Si c'est des documentaires, on met ça gratuitement et on organise un événement autour du documentaire. Avec Ciné Tapis Rouge aussi, l'année prochaine, on va faire un projet spécial ensemble. Si tu veux faire un petit focus sur le cinéma québécois, là, ça me fait plaisir de contribuer. Bon, je t'attends.
Est-ce qu'on peut dévoiler la grande nouvelle, Rolf, que tu m'as proposé de présenter Cinéritage sur votre plateforme? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Oui, parce que c'est une grande nouvelle, c'est un honneur. Oui, parce que les gens qui vont souscrire, qui vont s'abonner à notre plateforme, je veux pas qu'ils laissent notre plateforme. Donc, ce qui a de bon, c'est que Cinéritage sera sur la plateforme. Donc, pour regarder Cinéritage sera quand même sur notre plateforme. Donc, oui. Ah oui, mais écoute, ça fait chaud au cœur, vraiment. J'ai accueilli ta proposition avec beaucoup d'enthousiasme parce que je me suis dit que c'est vraiment des gens formidables qui viennent raconter leur expérience, tu sais, des cinéastes qui auraient eu toutes les raisons du monde d'abandonner, là, et ils se sont raccrochés là, à quelque chose, là, leur propre foi en eux, là, leur propre conviction, puis ils sont arrivés au bout de leur projet. Puis si on peut transmettre tout ça, puis donner espoir aussi aux jeunes là, en Haïti qui veulent faire du cinéma, leur dire que malgré tout, tout est possible. Oui. Comme mot de la fin, moi, je te dirais longue vie au rêve cinéma et je te souhaite aussi, personnellement, Rolf, la réalisation à toi de tous tes rêves. Merci Vanessa. Et moi, j'espère, seul, je ne peux pas le faire, mais j'espère que, parce que je pense que la réussite de Rêve Cinéma, on est des exploitants de salles de cinéma pour l'instant, sans contenu, sans film, sans documentaire, sans production, on ne va pas exister. Donc, ça veut dire que si tu parles de notre réussite, si on parle de la réussite du cinéma en Haïti, ce sera tout l'écosystème qui doit éclore et qui doit réussir. Donc, ça veut dire que ton souhait ne me touche pas seulement, mais moi, je suis la pointe de l'iceberg, le reste est en bas. Donc, si la pointe existe, le reste existe aussi. Mais je veux que tout ça sort de l'eau et que tout le monde puisse voir ça. Merci Vanessa et puis bonne fin de journée. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.